font aussi le succès de cette course. Le bruit, les odeurs, les couleurs, le fait qu'on dure 24 heures. Il y a autant, je pense, de spectateurs qui sont heureux de franchir la nuit blanche que de pilotes heureux de voir le petit jour au tertre rouge. Quand on voit le petit jour au tertre rouge, c'est signe qu'on n'a pas abandonné dans la première partie de l'épreuve. Et ça, je pense que ça participe pour beaucoup à cette espèce d'alchimie des 24 heures. On n'a pas toujours réussi à comprendre tout, mais je pense que ça y participe. 150 000 places de gradins devant les stands. Pour certains, peut-être, ont-ils connu le déparlement à l'époque. C'était quand même un moment fabuleux. Malheureusement, il faut être... vous êtes né trop tard, monsieur, si j'ose dire, mais bon. C'était un moment assez fascinant de voir cette foule énorme qui se taisait pendant l'espace d'une minute et demie. Vraiment, on aurait entendu une mouche voler. Et puis, ce bruit des pas, et c'est sans compter sur Jackie X, qui en 70 marche au lieu de courir, et le lendemain gagne avec 60 mètres d'avance sur notre Gérard Larousse national, qui s'est rattrapé après avec les Matras, bien sûr, en gagnant en 73-74. Ce que je vous propose, c'est qu'on passe dans l'autre bâtiment, parce que moi ici, je vais vous garder jusqu'à ce soir, sinon... Et sinon, pourquoi il n'y a jamais eu de Grand Prix de Formule 1 ici? Alors, on a fait un Grand Prix, en 1967, mais comme je vous le disais, 1967, c'est l'année record des 24 heures, l'année du siècle, 350 000 spectateurs au 15 juin, et le 5 juillet, on fait le Grand Prix de France auto sur le circuit Bugatti, par contre, qui venait d'être créé en 65, et que moi j'ai dirigé de 70 à 2000, je ne sais plus combien, là, 40 ans. Et donc, on a fait 33 000 visiteurs payants au Grand Prix. Après 350 000 payants 5 semaines avant, ça fait un... Ceci dit, avec 33 000 payants, on n'avait pas à rougir. Hein. C'était largement au-dessus de ce que faisait ou Manicourt ou le Castellet souvent. Ceci dit, là-bas, ils arrosaient en invitation, ce qui faisait qu'il y avait quand même une foule considérable. Non, on n'avait pas à rougir, mais ce qui nous a tués, c'est la presse qui a surnommé le circuit Bugatti le circuit de Mickey Mouse. Aujourd'hui, c'est la même chose, tous les circuits de Formule 1. Ils font 4 km 2. Oui, absolument. Et moi, c'est pas parce que j'ai dirigé ce bazar-là, mais franchement, le circuit Bugatti, c'est une des meilleures idées que j'ai eues, cet Automobile Club, depuis un siècle. On fait tout sur ce circuit. C'est un circuit d'une polyvalence incroyable. On y fait le Grand Prix du championnat du monde moto, on y fait les 24 heures moto, on y fait les 24 heures camions, on y fait les 24 heures en roller, en vélo, à pied. Il n'y a que la natation, on l'a fait en piscine. Parce qu'on décline les 24 heures, c'est tellement de... Mais c'est grâce au circuit Bugatti qu'on a sauvé les 24 heures. Il n'y aurait pas eu l'apport d'argent que nous ont permis les différentes organisations sur le petit circuit, entre guillemets, ce qui n'est pas péjoratif, on n'aurait jamais sauvé les 24 heures. La CO aurait été dans un gouffre financier très très rapidement. Et honnêtement, c'est vraiment une trouvaille d'avoir conçu ce circuit qui a une réputation mondiale maintenant bien... Alors, je crois que c'est surtout la moto qui l'a beaucoup aidé. Ceci dit, les 24 heures moto, c'est une clientèle particulière, une clientèle un peu turbulente, hein, on peut dire ça comme ça. Moi, j'ai eu beaucoup de cheveux blancs avec des 24 heures moto. Beaucoup. Surtout aux abords du circuit. En 92, on s'est pris 9 morts dans un rayon de 15 km, ce qui nous a valu d'avoir le préfet sur le téléphone que vous avez tout à l'heure, un téléphone rouge, qui nous a demandé d'arrêter l'épreuve. De 20h jusqu'à 22h30, il nous a sommé d'arrêter l'épreuve. On a répondu que ce n'était pas notre problème. D'abord parce que c'était dans le domaine public, les accidents, et qu'aucun des jeunes tués n'était porteur du billet 24 heures. Donc ça n'était pas notre clientèle. Et ensuite, c'est le ministre de l'Intérieur qui, de 22h30 à 1h du matin, nous a intimé l'ordre. Et on lui a dit, écoutez, pas de problème, le fax est là, vous nous faites une lettre, je sous-signais, monsieur Attal, demande l'arrêt immédiat de la course et déclare assumer les conséquences de l'arrêt de la régence. Parce que moi je lui ai dit, vous savez, monsieur le ministre, il est 1h du matin, on a 85 000 gamins là, le plus sobre à 0,5 g, le plus chargé est à 4,25 g, 4,85 g, on ne sait pas. Les comas éthyliques, on s'en ramasse par wagon complet. Donc, elle leur dit, si les Bretons se mettent à se battre avec les Corses et les Hollandais avec les Belges, ça peut devenir beaucoup plus dramatique que ce qui s'est passé. Donc on a continué. Mais c'est des moments difficiles, c'est des décisions difficiles à prendre. De même que quand moi j'ai connu ça dans ma carrière, les appels anonymes la nuit des 24 heures, on a mis une bombe dans le village et il va y avoir 3000 morts.
qu'est-ce que vous faites? Ben, si vous êtes croyant comme moi, vous faites 2 AV, 3 pater, et puis vous attendez que ça passe. Hein. Vous pouvez faire d'autres. On ne peut pas évacuer. Hein. En évacuant, on risque de faire beaucoup plus de dégâts. Il va y avoir panique. Les enfants vont tomber, les femmes aussi vont être écrasées, piétinées. On voit ce qui s'est passé au stade du Heysel en Belgique. Hein, donc il faut faire très attention. Mais c'est un métier qui est original. le soir des 9 morts, là, le dimanche soir, je me suis pris un infanticide en plus, dans le circuit. Ça faisait beaucoup. Alors quand les flics sont arrivés pour m'arrêter, il était 20h, ouais, je dis chic, je vais enfin pouvoir dormir au Vert-Galant. Le Vert-Galant, c'est le nom de ma prison. Vert-Galant, c'était le nom de la prison. D'ailleurs, mon épouse, qui est une femme pratique, m'avait préparé une petite valise qui a été sous mon bureau pendant 39 ans, où il y avait une brosse à dents, un pyjama, une Bible, enfin je sais pas quoi, au cas où. Tu te régales là. Merci. On va reprendre un étage, passer par la passerelle, pour aller dans le bâtiment d'à côté. Parce que si on passe à pied, on va tomber les voitures. C'est pour ça que je demande. Formidable. Un endroit où on aime bien aller. Hein. Attends, je monte sur la première place. C'est oui, il y a des choses. La photo, j'en ai pour toute la semaine. Ça, c'est la collection des Koubis. C'est vraiment un énorme privilège de pouvoir rentrer dans cet endroit. Tout part de décisions pour environ 5500 personnes en 24 heures. Nous gérons d'ici tout ce qui concerne la course. On ne gère pas les danseuses du Lido qui dansent le French Cancan à l'autre bout là-bas, c'est pas notre problème. Ici, il y a 5500 personnes qui travaillent, sur les 33 000 qui travaillent à peu près pour les 24 heures. Donc c'est des grandes familles. Là où est monsieur, vous êtes médecin-chef, vous avez 1000 personnes sous vos ordres, 100 médecins, 200 infirmiers et infirmières, parce que ils sont en 45 et 700 secouristes. Environ une centaine d'ambulances, 2 hôpitaux, 3 hélicoptères, et vous décidez quand même de déclencher éventuellement avec le téléphone rouge qui est là-bas, s'il y a besoin d'un plan rouge, c'est-à-dire un plan qui ferait converger vers le monde depuis les départements administratifs, d'autres moyens, hélicoptères, médecins, etc. Donc c'est vraiment un peu bénévole. Tous les gens qui sont ici sont bénévoles. Et pour les gens qui sont sur les côtés, c'est pas le cas aujourd'hui, je vous rassure, ils sont redevables au civil comme au pénal de toutes leurs décisions. Ce qui calme un petit peu quand même les ardeurs, parce que c'est bénévole, et puis il y a peut-être intérêt à mettre le nom du pavillon de banlieue ou le nom de madame avant de venir jouer avec nous. On ne sait jamais, de façon à ne pas coucher sur la main. Parce que ça pourrait, imaginez la catastrophe de 55 aujourd'hui, avec cette tentation qu'a la société à l'heure actuelle de refuser la mort. On n'a pas le droit de mourir aujourd'hui.
À l'époque, c'était pas le cas, mais aujourd'hui, j'imagine pas que tous les gens qui soient là repartent indemnes. Ah oui. Je pense que le deuxième rang, ce sont les grands corps de l'État, donc gendarmerie, police, sécurité civile, protection civile, le parquet, etc., etc. Alors le parquet, parce qu'on peut traiter très rapidement, étant donné que toutes ces caméras, le jour des 24 heures, la totalité est allumée, bien sûr, parce qu'on trouve 13 km 650 et non pas 4 km 200 comme aujourd'hui. Pour suivre une voiture, vous faites les aiguilles d'une montre, d'un côté à l'autre, et vous suivez une voiture pendant un tour. Donc, s'il y a pépin, tout ce qui est enregistré dans les baies qui sont derrière repasse dans cette machine ici, pardonnez-moi, l'espèce de grand frigo noir qui est à bord, et au millième de seconde, on va repasser toutes les séquences images de la caméra qui est sur les lieux de l'accident, de celle qui est avant, de celle qui est après. Et après, charge au procureur de la République d'essayer de déterminer des responsabilités éventuelles. Étant donné la vitesse à laquelle ça se passe en général, et puis il faut reconnaître que c'est une compétition, donc on classe souvent les incidents sous le vocable fait de course. C'est-à-dire qu'il y a des impondérables, on est dans une compétition, chacun se bat pour sauver sa place. Donc fait de course, c'est malheureusement souvent comme ça qu'on classe les incidents, encore que maintenant, je dis, on recherche plus pour des questions, je parle de la société en général, je pense qu'on recherche plus la responsabilité pour indemniser que pour vraiment punir. Je pense que l'argent a pris le pas sur la loi. Enfin, c'est comme ça que je l'interprète, en tout cas, vu le milieu dans lequel on évolue. Alors, on vit en autarcie ici, on a 3 canapés derrière, 2 salles de bain pour sentir bon, et puis un petit coin où on se fait des sandwichs oreillettes, il y a la télévision. Certes, le programme ne change pas pendant 24 heures, on a l'air climatisé, je ne vais pas dire qu'on est à du pétrole, mais bon, c'est quand même vraiment... chacun, quand il rentre ici, est bien pénétré de la responsabilité qu'il a. Chacun a vraiment une définition de son poste, de ses activités et de ses responsabilités qui fait qu'il n'y a pas besoin de rappeler à l'ordre. Vous voyez qu'on avait dans le temps, j'avais fait même mettre un panneau ici, silence. On n'a jamais eu à l'allumer parce que ce n'est pas le cas. Chacun est concentré. Alors, c'est la première structure au monde ici. On a installé ça en 1985 à Madman quand on a commencé à faire des cours de Formule 3000 ici, parce que c'était sur le circuit Bugatti, mais c'était quand même des voitures qui avaient pratiquement les performances du Formule 1. Et je me suis dit, avec notre vieille méthode des talkie-walkie, ça va être un peu limité. Et donc on a été la première structure au monde à passer à la télésurveillance. Et depuis, on a fait vraiment évoluer ce système d'une façon très très performante. On reçoit tous les circuits du monde, sont venus ici voir comment on avait fait. Et pour moi qui cours le monde entier à l'heure actuelle en tant que président de collège, de jury, il n'y a pas au monde, sur aucun circuit, une installation aussi performante, surtout sur une aussi grosse distance. Puisque les 13 km 650, nous ne quittons pas une voiture des yeux dans aucun coin du circuit. Même quand on est... Non. Il y a plus luxueux, je vous l'accorde. Les toilettes, quand on va dans les pays asiatiques, c'est marbre jusqu'au plafond, mais ça ne fait pas avancer le conflit. Donc, non, du point de vue technique, je pense qu'on est toujours à la pointe. Tant mieux. Mais c'est vrai que ça évolue beaucoup, ça évolue très très vite. Et vous avez vos caméras indépendamment, vous avez vos caméras pour filmer le circuit. Tout ça, c'est notre réseau. Voilà, indépendamment des télés. Qui sont sur le circuit Bugatti vont être redéployés le jour des 24 heures sur le circuit des 24 heures. Voilà. Et n'ont rien à voir avec les images qu'on produit pour la télévision internationale. C'est deux choses complètement différentes. Là, vous voyez, ils sont arrivés il y a quelques jours les voitures qui serviront aux 24 heures officielles. Chaque année, Audi nous donne 24 voitures neuves. Ben, c'est pas qu'ils nous donnent, c'est mieux que ça. Ils nous payent pour qu'on utilise 24 voitures neuves. Ils nous payent très cher et ils entretiennent les voitures. C'est-à-dire que quand on crève, on appelle Ingolstadt en Bavière. Allô, il y a une voiture qui est crevée. Ok, on arrive. Oh. C'est vrai. D'Allemagne. On voit un deal avec un gars dans le coin qui est en stand-by. Il y a un beau gosse qui prend sa camionnette, avec le matos, c'est l'écurie officielle, c'est l'image de marque. On est avec ça. Oh là là, le coup. Alors, leur voiture, vous voyez ce que c'est. Je pense que ça fait partie des 300 millions dont on parle ici. Il y a des Audi qui donnent le départ de la course. On donne le départ 7 minutes 30 avant l'heure fatidique qui est maintenant 15 heures. Pendant des années, on a jonglé avec les élections cantonales, régionales, départementales, nationales, etc. C'était 15h, 14h, 16h. Maintenant, c'était normalement 16h. Maintenant, c'est 15h et on ne bouge plus. Tant pis pour l'incidence. Donc cette voiture-là va donner le départ. Elle va faire le tour précédent de départ à une vitesse
relativement modeste mais croissant, de façon à chauffer les moteurs, les voitures et les cerveaux. Quand il y en a. Quand il y en a. Une fois qu'ils ont laissé la visière, c'est là qu'ils laissent le cerveau un peu, je crois, dans le compartiment boîte à gants. Toujours est-il que ça va permettre d'essayer de donner le départ. Alors, on est entre nous, je peux vous le raconter, moi je l'ai donné plusieurs fois le départ. Si on arrive à larguer la meute à la seconde près, on a le droit à un petit bonus ici, une coupe de champagne pour fêter l'événement. Parce que à partir du dernier virage, là-bas, notre voiture, elle va s'effacer juste avant le départ de la grille, hein, juste à l'angle. Après, c'est la voiture pilote, la voiture qui a fait la référence, la pole position, qui devient la voiture pilote. Donc, c'est à lui de régler, bien entendu, comme il va profiter de l'avantage. Qu'est-ce qu'il fait? Il ralentit, jusqu'à ce que les autres soient au ras de Calais. Puis quand il voit tous les autres en train de opter, il prend 50 mètres. Bon, c'est la vie, hein, il a gagné quand même, c'est son bonus à lui. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Donc quand on a la chance de passer à la seconde presse, c'est sympa. Alors, les officiels sont sur le portique où nous étions tout à l'heure. On a eu le départ de beaucoup de têtes couronnées, de politiques, beaucoup surtout. Et puis on a donné le départ par la station orbitale internationale il y a quelques années. Oui. Ce sont les spationautes là-haut qui ont donné le top de départ. Donc une façon de lier la technologie avec ça. La courbe d'Alop, donc on sort de ce virage-là, 85-90 km/h, et là où nous sommes, pour 24 heures auto, une voiture c'est 295-297 km/h. Une moto c'est 85-337. 337. La largeur de mon pouce à l'avant, la largeur de mon pouce à l'arrière, hein, avec l'an. Ah bah ça, oui. Les cerveaux. Deux exemples. Vous voyez ce Honda Cavalier, il est dimensionné parce que ici une chute en moto c'est quand même pas rien. Alors j'ai en mémoire une chute en moto, 24 heures moto, il y a peut-être 25 ans. Je me précipite avec l'Air Cordillé Orange, quelqu'un me rappelle tout à l'heure avoir roulé avec l'Air Rouge. J'avais le médecin-chef avec moi bien sûr, on arrive sur place, le gars était chupoté, pile électrique, pas de réponse. Ah, on met les barges tout autour, le médecin qui est très pratique dit les gars, c'est pas la peine de se passer, c'est plié, on avance. Retour ici à l'hôpital, dans le transport, le garçon était retombé sur le dos, sur le brancard qui lui était dans le sas de l'hôpital, un autre médecin passe avec l'électrique et ce coup-là ça marche. Sur l'autre œil, il avait un œil de valise. Autre souvenir de Grand Prix moto, à l'époque où il y avait des sidecars. Sidecars, donc le petit panier à côté dans lequel on met le passager qu'on appelle le singe. Et donc dans ce virage-là, le chef de poste m'appelle, c'était ma place là où monsieur, objet cylindrique tombé du sidecar numéro 17, on était en championnat du monde. Hein. Je dis attention, c'est le pot d'échappement probablement, c'est brûlant, n'y touchez pas, on verra à la fin de la course, vous me rappelez, à la fin de la course. Réflexion faite, c'est une jambe de bois. D'un sidecar de championnat du monde. Il avait une jambe de bois. Le singe. Je les invente pas malheureusement. C'est comme ça. C'est assez spectaculaire. Ça fait de bons souvenirs. On garde que ceux-là, les anciens les plus mauvais, on les efface. La passerelle d'Alop, première passerelle en 1924, pas à cet endroit-là. Là, elle est vraiment depuis 1978 à cet endroit-là. C'est vraiment un trait de génie des publicitaires. Il y en a sur tous les circuits du monde maintenant. D'Alop, ça leur coûte un peu d'argent. Enfin, c'est une telle référence. Pendant des années, étant patron ici, j'ai vu des Japonais venir en TGV Paris, Gare du Mans, taxi, jusqu'au pied de la passerelle, faire photo, taxi, TGV Paris. 3 heures après, ils avaient fait leur photo pour eux. D'abord parce que ça leur appartient. C'est le monde qui doit être propriétaire de ça. Donc ça. Et alors là, vous voyez la dissociation entre les deux pistes. Circuit Bugatti, là où passe la voiture, circuit des 24 heures ici, circuit des 24 heures qui va boucher après sur un portail au début de la droite des UDR, 5 km 500, tout droit, où on est allé jusqu'à 405 km/h en 1988. Et comme vous êtes de la famille, je vais vous dire la vérité, c'était pas 405, c'était 417. Mais comme c'était le lancement de la 405 Peugeot commerciale, moyennant une image avec quelques zéros, on a validé 405. Mais vous le savez. Ah oui. Alors, vous savez comment on fait un record comme ça? On scotche toutes les ouïes de la voiture, on enlève les rétroviseurs, on fait un tour de chauffe. Quand on passe ici, on met les deux turbos à fond sans notion de limite. On essaie de faire le tour, plein pot, et si on peut, le troisième tour, on rentre. Quand ils ont fait le record, ils ont donc fait 3 fois 13 km, ils sont rentrés, les fûts de cylindres étaient fendus du haut en bas par la pression mise dans le moteur. Oh là là. Ça donne l'idée quand même du goût, c'est qu'ils avaient mis.
Et ils ont fait pire que ça. Ils ont fait le record sur l'autoroute de l'Est qui était en construction à l'époque. Ils sont allés au-delà de 420. Il fallait aimer parce que c'est une voiture sur laquelle on a mis toute l'aérodynamique à zéro. C'est-à-dire qu'il n'y a absolument plus aucune pression au sol. C'est une et la voiture rebondit comme ça, elle est à la limite. C'est ce qui s'est passé avec les Mercedes en 2000. Et là, il y a quand même un tour de passe-passe extraordinaire. Quand on pense que les Mercedes étaient des voitures mal dessinées à cette époque-là et que c'est le circuit qu'on a amputé d'1,60 m à la pose de Busan. Belle opération de lobbying international. Je ne sais pas quel est le cabinet de lobbying qui a fait la manip, mais c'est quand même très fort. Les Mercedes décollaient, pourquoi? Parce qu'ils avaient enlevé les huiles d'ébourrage au-dessus des roues avant. Donc l'air s'engouffre par ce bec de la voiture, passe à travers le radiateur, et après ressort au-dessus des roues avant en étant réchauffé. Si vous bouchez ça, l'air s'accumule en dessous, et si vous avez le malheur de suivre une voiture à 10-15 mètres, dont le filet d'air qu'elle décolle retombe sur votre aileron, alors que vous avez le nez dans son pot d'échappement sans aucune pression aérodynamique, la voiture est à la limite de la bascule. Dès qu'il y a une petite imperfection de la route ou que vous dépassez le seuil de portant sur l'arrière, on en a quand même pris 3 en 3 jours. On a pris une aux essais, une au warm-up et une pendant la course. Et on a vu arriver dans la pièce ici les pilotes de chez Mercedes avec les team managers qui couraient derrière en criant. Et les pilotes disaient donnez-nous une copie des décollages. Et le team manager disait monsieur, voilà la copie de votre chèque. Vous avez touché avant de monter dans l'auto. Alors vous retournez maintenant, vous montez dans l'auto. Ils savaient parfaitement qu'ils allaient décoller. Ça, à partir de la première, ils savaient. Ça, c'est très bien terminé. On n'a pas eu un seul blessé. Le dernier, on a eu une chance inouïe parce qu'à l'endroit où il a tapé, c'est pratiquement à l'endroit où on peut faire un rail. Il y avait une passerelle qui était à quoi 30 mètres devant lui. Imaginez qu'il aille percuter la passerelle, qu'il serait tombé à l'endroit où c'est, les voitures sont à 330 km/h. Le temps qu'un commissaire réagisse, il s'est déjà passé 10 voitures. On aurait eu un carnage, c'était effrayant. Et la voiture a fait un looping. C'est pas la première. On a eu une Mercedes en 90, je crois, avec John Nielsen au volant. Elle s'appelait Sauber Mercedes à l'époque, qui avait décollé sur la piste de Busan. Vous avez peut-être vu ces photos dans Auto Edo où on voit la voiture à la hauteur de la cime des pins, 18 mètres de haut. Et la voiture est retombée sur ses roues, dans l'axe, et il n'a pas pris sa retraite. Il a bien fait puisqu'il a gagné, je crois, 2 ans plus tard en Jaguar, mais ce genre de miracle, je ne peux pas l'avoir. Et donc, à chaque fois, on a eu un retour immédiat. En 1988, donc 405 km/h, des chicanes ont été faites pour réduire, sur tous les circuits du monde, toutes les lignes droites à pas plus de 2 km d'un seul tenant. Donc on a été obligé, dans l'hiver 90-91, d'acheter 2 propriétés à 2 km d'intervalle. Et on a eu la chance de les trouver, honnêtement. Franchement, on a eu beaucoup de chance. Ceci dit, avec des zéros ici, vous savez, ils sont assez arrangeants. Ça me fait penser d'ailleurs une anecdote qui touche l'urbanisation de cette ligne droite du Naudière. On peut regretter qu'on n'ait pas réussi dans les années 80, 70 même, à faire le dédoublement de cette ligne droite qui était prévue. Alors là où c'est sympathique, c'est que maintenant, on est tenu de prendre en considération les pertes de chiffre d'affaires des commerçants qui se sont installés là un siècle après nous. Et moi, je me souviens, la première année, on a négocié pour Le Mans Classique, ça devait être 2002, la première année. Je me souviens encore, on était derrière une grande table, chacun avec ses avocats. Enfin, bref, et le porte-parole des commerçants là-bas, c'est le marchand d'articles funéraires de 4 €. Et ce monsieur me dit très très franchement, il dit monsieur, mes clients n'attendent pas. Ce qu'on appelle le numéro 3. Je me suis battu de ce poste-là, je me suis battu pendant des années pour lui faire éteindre son enseigne lumineuse la nuit des 24 heures. Mais le mec il passe à 300, réservez votre cabot. Hallucinant. Et le mec vous dit mais c'est ma publicité. Je dis attendez, ça coûte 10,5 millions d'euros sur nos 40 millions de recettes. 10,5 millions d'euros pour mettre le circuit des 24 heures en état de fonctionnement. Il est vert d'ailleurs. Oui. Et donc, oui, parce qu'ils ont dû arrêter les touristes là, ils les arrêtent toutes les 20 minutes, parce que dans 20 minutes, le seuil de fatigabilité des hommes, pas des femmes, des hommes, chute et rend le risque d'accident accru. Des femmes, ça passe 23 mètres 4 minutes. Ça va un peu moins. Non, mais ça va J'ai toujours cherché avec des médecins à savoir pourquoi. Leur explication, c'est l'instinct de préservation de la femme qui doit être le futur mère. Et c'est là que ça va se situer. On est un petit peu moins casse-cou que les bons hommes, qui sont toujours en train d'essayer d'en faire un peu trop. Et par contre, on dure plus longtemps avec une constante de performance.
Et comme ça, tu es toujours apprécié et je continuerai comme ça. Je trouve que c'est une belle explication quand même que ça soit la maternité qui permet aux femmes d'être peut-être un peu plus raisonnables. Tant mieux. Alors, qu'est-ce qu'on peut encore raconter d'autre pour ne pas vous mettre trop en retard? Il est 11h30, on a encore un petit peu de temps. Oui, un petit quart d'heure. Alors, donc, je vous disais, on vit en autarcie ici. S'il y a gros pépin, on se réunit dans la salle qui est derrière, vous voyez cette grande table, autour du préfet, qui éventuellement permettrait de prendre des grandes décisions si vraiment il y avait, encore une fois, c'est l'accident de 55 qui est dans toutes les mémoires ici. Hein. Ça s'est passé juste en face de nous, là où c'est conseillère à la salle, c'est dessous le terrain piéton. Là, il y a eu ce carnage épouvantable en 55. Ce qui est, dans l'histoire, assez dramatique, c'est qu'en fait, c'est pratiquement l'auteur présumé qui gagne les 24 heures. Donc, Hawthorne étant tellement pressé, essaie de doubler au dernier moment encore une petite voiture et se rabat en lui faisant une queue de poisson, ce qui produit de la part de la petite voiture qui était une Cinelli à l'époque, un écart qui le met sur la trajectoire rapide de la Mercedes. Fangio passe en levant le bras pour prévenir son copain l'évêque qui est derrière. Attention, il y a une voiture lente, trop tard, boum, ça saute, ça claque là, et puis après c'est le carnage qu'on imagine, avec une voiture faite en magnésium, avec un carburant dont on a dit que, je vous disais tout à l'heure, il aurait pu être un peu amélioré, un peu explosif. Bon. Je dois dire qu'au bout d'un an, ça a donné lieu à un non-lieu. Qu'est-ce qu'on fait sur le circuit le reste de l'année? Eh bien, comme aujourd'hui, vous voyez qu'on a 19 événements sur le circuit Bugatti et un sur le circuit des 24 heures, sauf tous les 2 ans, on en a 2, puisqu'il y a le Mont Classique qui prend place au mois de juillet. Le circuit Bugatti, 24 heures moto, 24 heures camion. Alors, les camions, c'est une autre clientèle. Alors, les 24 heures moto, c'est une clientèle jeune qui vient ici pour se défouler, se retrouver entre copains, qui aiment bien les motos, mais qui aiment bien surtout faire la fête. Donc c'est une clientèle assez particulière. Moi, je me souviens, pendant bien des années, à chaque fois que le préfet arrivait ici, il dit « Est-ce qu'on peut aller visiter le camping ?» Bien sûr, rendez-vous à 22h. Et oui, à 22h, le préfet arrivait, la casquette, machin, les galants, ils vont pour ami, mais branchez-moi tout ça, vous allez être à poil dans 100 mètres. Vous allez voir, c'est magnifique. J'aurai une dernière avec la caméra. Alors on branchait le préfet, bien sûr. Et on allait là-dedans, et en général, ils étaient étonnés quand il y avait des courses de baignoire tractées par les motos. Surtout quand la baignoire et la moto passent pas du même côté du sapin. Là, ça atteint des sommets, c'est-à-dire. Bon, c'est quand même une pratique un peu particulière. Le camion, c'est un petit peu différent. C'est la famille du transport routier. Donc, maman vient avec les gamins montrer des camions comme celui de papa. Puis il y a des camions décorés magnifiques. Vous êtes peut-être plus certains. Avec des chenilles, voilà, un Spinnaker, pratiquement. Et donc, une année, le dernier camion du convoi décoré qui fait le tour du circuit, il lui restait juste un espace là sur le parking pour se rentrer. Je me dis, jamais il rentrera. Je regardais d'ici, je me dis, jamais il rentrera. Il y avait quoi, ça de chaque côté, quand même 15 mètres de long. Le gars, il fait une marche arrière. Il ouvre la portière, il tombe. 2,80 g. Qu'est-ce que ça devait être quand il était à jeun? Enfin bon, ça fait partie des... Je fais pas une généralité, les transports sont des gens remarquables. Moi, ça m'a permis de doubler en isolation le musée de l'automobile il y a une trentaine d'années. Georges Groin, Jojo Groin, que certains peut-être parmi les exploits de Jojo, il a retourné 2 fois sa remorque de placo-plâtre ici. La nuit, on faisait des courses de consommation avec des remorques chargées de 30 et quelques tonnes de placo-plâtre. Et 2 fois, Jojo, dans le garage vert, il a béné ça. Moi, j'ai récupéré 60 tonnes de placo-plâtre et le musée de l'automobile est devenu isolé. Pour rien perdre hein, dans ce métier-là. Vous savez, c'est quelquefois un peu avec des bouts de ficelle notre affaire. Quand je regarde là le virage, parce qu'on a fait le tournage du film Les Aventures de Michel Vaillant il y a quelques années, il y a une dizaine d'années peut-être. 2002. Je me rappelle d'un soir d'été, on était au mois d'août, et on faisait une soi-disant cascade dans ce virage, là, le S-Bleu, le deuxième S-Bleu pour ceux qui connaissent bien. Et donc l'idée c'était 5 ou 6 voitures sportives mais sans plus, et au milieu de la mêlée, il y en a un qui tirait le frein à main, qui donnait tête à queue, c'était bête comme chou. 17 fois on recommence la scène. Alors moi j'étais derrière le mur de service avec la sécurité, c'était assez simple, c'était une très jolie jeune femme qui était patronne du SAMU. J'aimais bien passer mes soirées là à cette époque-là. Et donc au bout de 17 prises, le réalisateur du Grand Bleu, j'ai oublié son nom, Luc Besson. Luc Besson traverse et il vient voir le docteur. Alors, le docteur, comment vous trouvez ça? Et elle lui dit, moi, quand j'ai un mec à sauver, j'ai le droit à une prise, monsieur. Ils ne se sont pas reparlés pendant 3 semaines. Alors on a fait beaucoup de tournages ici. Alors moi je suis arrivé l'année de McQueen, de Mans, où on a eu la grande sagesse ici de donner le circuit gratuitement pendant 1 an pour le tournage.
hélas, erreur, parce que finalement, au lieu d'avoir une publicité planétaire, ça s'est révélé être un bon documentaire, mais avec une trame tellement ténue qu'on n'en parle même pas. Moi, je la vois de temps en temps. Quand je vais en Asie, là, souvent, je vois l'avion, dans les vols longs courriers, ils mettent ça. C'est pas bon signe, en général. C'est comme ça. Bah, ça a été un tournage assez difficile. Les dames qui sont là sont des grandes, donc on va pouvoir dire qu'elles font des choses. Le 31 juillet de cette année-là, on avait déjà 2 ou 3 mois de tournage.